Bonjour Mina Selvam. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en train de nous rejoindre en studio, mais on vous a au téléphone en attendant. Vous avez cofondé même Cantou, un outil numérique qui permet de compenser les difficultés des élèves dont les troubles invisibles sont bien réels. D'abord, Cantou, comment ça fonctionne ? Alors, Cantou, c'est une solution numérique qui vient justement accompagner les élèves dans leurs difficultés en utilisant des outils comme l'intelligence artificielle au service, en fait, de la compensation de leurs difficultés. Ce sont des tablettes, des ordinateurs, comment ça se présente ? Les deux. En fait, on répond vraiment aux besoins de... Je vous en prie, vous allez pouvoir poser votre téléphone et vous installer dans le studio. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Ne vous précipitez pas parce qu'après, la respiration est forcément hachée. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir en présentiel. Je parlais un instant de le support. Comment est-ce qu'il se présente ? Est-ce que c'est un téléphone ? Est-ce que c'est un ordinateur ? Est-ce que c'est une tablette ? Alors, les deux. L'objectif, c'est de pouvoir passer tranquillement de l'un à l'autre. Et du coup, on propose justement la synchronisation de données pour pouvoir les faire. À l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, vous co-signez une tribune pour en fait dire votre ras-le-bol de voir des enfants encore aujourd'hui exclus de l'apprentissage finalement, alors que des outils existent. Alors c'est une tribune qui évidemment met en avant votre produit, mais qui est aussi un ras-le-bol. Pourquoi cette tribune ? Alors, le constat aujourd'hui, c'est que d'après l'Organisation mondiale de santé, 10% de la population mondiale est concernée par ce qu'on appelle troubles de l'apprentissage. Il n'y a pas que l'autisme, il y a aussi la dyslexie, les troubles de neurodéveloppement comme le trouble de l'attention. Voilà, on en parle de plus en plus. Et aujourd'hui, ces troubles ils sont encore méconnus, pas diagnostiqués. Du coup, si on n'a pas de diagnostic, c'est difficile de mettre en place de solutions. Mais les solutions, elles existent. Et en fait, il est nécessaire qu'il y a tout un panel d'outils, d'accompagnement de la part de l'éducation nationale, des professionnels de l'éducation, pour permettre justement d'accompagner ça. Revenons à Cantou. Alors, l'an dernier, si mes chiffres sont bons, 500 élèves ont passé avec Cantou le brevet des collèges. Donc, l'outil numérique, ça veut dire qu'il est reconnu. Ça s'est passé dans les académies de Lille, Bordeaux, Lyon. Où est-ce qu'on en est cette année ? Est-ce que des élèves vont encore passer le brevet avec ? Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est soutenu et labellisé par le ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, grâce à ça, les élèves ils peuvent bénéficier de notre solution au moment de passer les examens. Alors, idéalement, ils utilisent aussi en classe parce que c'est en continuité. On ne peut pas attendre des élèves au moment des examens de découvrir de nouvelles solutions. Mais on attend qu'ils ont au plus vite été diagnostiqués, au plus vite eu des solutions en classe. Et ces solutions peuvent l'accompagner aussi dans la durée pour qu'au moment du bac, du brevet, il passe dans les meilleures conditions. On a du mal à imaginer concrètement cette solution. Alors, il y a 34 outils, si mes chiffres sont bons, que l'élève peut utiliser en classe pour compenser son handicap. Mais ça veut dire, par exemple, ça grossit les lettres, c'est du son, c'est un enregistreur, c'est des couleurs. C'est un peu de tout ça. C'est un peu notre force, c'est de pouvoir avoir cette boîte à outils qui on vient piocher souvent les besoins de l'élève. Du coup, par exemple, si on parle de dyslexie, c'est-à-dire un élève qui a du mal à lire, on a des outils pour l'apporter ce qu'on appelle un confort de lecture, avec la bonne police, avec le bon espacement, avec la colorisation des syllabes. Si on parle d'un élève qui est dyspraxique, qui a du mal à écrire, avec la motricité, on peut utiliser des outils comme la reconnaissance vocale, donc il dicte son texte au lieu d'écrire, mais aussi un correcteur orthographique, des outils comme carte mentale et tout ça. Alors, on parle des autistes. Alors, pourquoi l'autisme ? Parce qu'en fait, c'est une population qui est très à l'aise dans le numérique et qui se sentent vraiment plus à l'aise de travailler dans ces environnements-là qui sont très maîtrisés. Du coup, plutôt que multiplier une grande quantité de logiciels, nous, on a conçu un seul logiciel avec, du coup, ces 34 outils qui peuvent s'adapter aux besoins de chacun. Mais ces outils, ils n'arrivent pas comme ça par hasard. Vous avez travaillé avec différents professionnels. C'est tout un panel, un écosystème dans lequel vous avez voulu. C'est pas juste vous et votre cofondateur qui avez proposé. Comment ça s'est fait concrètement ? Alors, on a démarré avec les ergothérapeutes
les orthophonistes, voilà, les professionnels de santé, même les neuropédiatres, qui accompagnent du coup les enfants dans l'identification et l'accompagnement de leur maladie, de leurs troubles. Et en fait, de plus en plus, on s'est rapproché des enseignants parce que le besoin se présente vraiment en classe. Et nous, notre rôle, c'est, voilà, on dit les petits mains informatiques qui transmettent en fait ces besoins, qui transforment ce besoin à la fois pédagogique, à la fois, on va dire, médical, dans un langage technique pour pouvoir aboutir dans des solutions qui sont concrètes, qui permettent vraiment de compenser. Est-ce que vous pouvez mesurer les effets finalement? Est-ce que vous avez des retours? Oui, justement, on a réalisé une mesure d'impact avec une université et un laboratoire qui s'appelle Epsilon. Et en fait, du coup, on a fait tout un état là des qu'est-ce qui dit la science, qu'est-ce qui dit la recherche par rapport à l'impact de ces outils numériques. Et en fait, on a pu vraiment identifier l'apport qui ça peut avoir. Et du coup, dans les tests qu'on a pu faire en classe, dans des écoles, notamment à Béziers, on a identifié une amélioration de 68% liée à l'autonomie d'un enfant et de 68% également dans leur capacité à lire et à comprendre le texte. Est-ce que ça ne reste pas tout de même discriminant pour l'élève, exclusif, dans la mesure où on l'imagine peut-être au fond de la classe avec son écran et donc il se voit finalement associé encore dans le regard des autres, différent? Ouais, j'adore votre question parce que ça touche un vrai point de la société aujourd'hui. Parce qu'en fait, souvent, l'éducation nationale parle beaucoup d'inclusion scolaire. Mais en fait, effectivement, si on donne une solution pour un enfant, on met au fond de la classe, on parle plutôt d'exclusion, pas d'inclusion. Et du coup, nous, ce qu'on a voulu concevoir, c'est vraiment quelque chose qui peut s'adapter en finesse à chacun, qu'il ait un trouble ou pas. Parce qu'en fait, on parle des HPI, on parle des élèves qui n'ont pas de trouble, mais qui, par exemple, viennent d'arriver en France, sont réfugiés, ils n'ont pas le français comme langue naturelle. Et donc, du coup, on a tous des besoins spécifique. Et il y a un mot que j'adore, qui s'appelle la neurodivergence, qui permet justement de venir compenser et comprendre toute cette différence et construire quelque chose de plus grand, parce qu'ensemble, avec les différences de chacun, on peut vraiment construire une éducation plus inclusive. La neurodivergence. Exactement. Combien d'élèves aujourd'hui utilisent votre outil ? Alors, l'année dernière, quand j'étais ici, on parlait de 30 000 élèves. Et là, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on accompagne plus de 900 élèves. 900 élèves 900 000 élèves, pardon. Ici, dans la région de France, notamment tous les lycéens, les collégiens et les écoliers sont équipés de la solution qu'ils peuvent avoir directement vers leur ONT, que ce soit École Directe ou Néo Édifice qu'ils utilisent en classe. Vous avez dit, vous êtes reconnu solution d'intérêt pédagogique par le ministère. Ça entraîne quoi? Ça veut dire que chaque professeur se voit proposer? Qu'est-ce que ça entraîne? Exactement. Ça veut dire qu'en fait, cette solution, elle a été approuvée. Il y a eu tout un comité pour pouvoir approuver qu'on respecte bien les règles de l'éducation nationale en termes de protection de données, de développement, tout ça. Et ça veut aussi dire qu'on travaille avec les académies. Donc là, par exemple, dans l'Académie de Lille, on est très proche de la direction numérique, justement pour que ces outils arrivent vraiment en classe avec les enseignants, parce qu'on parle de plus en plus d'écrans. Les écrans en classe, alors comment on les fait intelligemment? Et je suis convaincue que dans l'inclusion, ça apporte une vraie valeur ajoutée à l'utilisation de ces écrans. L'invité d'RCF Hauts-de-France, c'est Minaj Selvam. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF.fr. L'invité régional, Michel Picard. Une chose aussi, c'est que la semaine dernière, vous avez remporté, le prix, si je ne me trompe pas, le prix de l'entrepreneur EdTech organisé par la Fondation Denise et Norbert Segard. Une récompense pour les entreprises qui mettent les technologies au service de l'éducation. Et pourtant, la concurrence était rude. Comment vous avez vécu ça? Ça représente quoi pour vous? Alors, ça représente une énorme reconnaissance parce que quand on est né ici dans la région de France, on s'est développé et c'est ici qu'on souhaite continuer à construire cette éducation inclusive. Et du coup, cette reconnaissance ici, c'est vraiment quelque chose de touchant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plein d'outils, il a plein de solutions pour améliorer l'éducation, améliorer l'inclusion. Et du coup, on a vraiment été très touchés d'avoir été récompensés. Mais, désolé de la question, mais avant vous, les élèves en question étaient déjà scolarisés, les professeurs essayaient avec leurs moyens de leur offrir de quoi suivre les cours. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Est-ce qu'il n'y avait pas d'outils avant? Oui, alors, et il y a un chiffre qui est très marquant, c'est que 50% des échecs scolaires aujourd'hui sont liés à des troubles de l'apprentissage.
Donc c'est bien l'état, ça montre vraiment l'état des choses. Il y a vraiment des difficultés. C'est vraiment un sujet en fait qui est un peu entre l'éducatif et le médical. Et du coup, à qui la responsabilité? Donc c'est un vrai point d'évolution au niveau de l'éducation nationale. Et du coup, nous, ce qu'on apporte, c'est un moyen avec l'aide des outils numériques, avec l'aide de l'intelligence artificielle et tout ça, pour accompagner les enseignants en classe pour ça puisse être plus fluide. Cantou, c'est combien de personnes qui travaillent dans l'entreprise? Aujourd'hui, on a 12 personnes. On est basé à Yoha Technologies à l'Homme et on est très ravis du coup d'être nés et développés ici dans la région. C'est quoi vos ambitions à long terme? Alors aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'académies en France, mais de plus en plus, on se développe à l'international parce que les troubles, ils n'ont pas de frontières. Donc c'est important aussi que ces solutions se soient mises à disposition pour des élèves ailleurs. Donc on a des écoles en Belgique, on a des écoles en Suisse et là plus récemment à UK, en Angleterre et au Brésil. Ça fait une quinzaine d'années bientôt que vous êtes arrivé en France pour suivre des écoles à Centrale, Minas Gerais. Vous arrivez du Brésil. Pourquoi vous êtes saisi de ce domaine-là? Il y en a tellement des sujets qui auraient pu retenir votre attention. Pourquoi vous vous êtes jeté dans ce domaine? Alors, parce que je suis convaincue que l'éducation peut transformer des vies. C'est mon cas personnel, enfin mon histoire personnelle. Et aussi parce que je suis convaincue que l'évolution du numérique qu'on entend parler aujourd'hui, intelligence artificielle, qui arrive de plus en plus dans notre quotidien, peut avoir un impact là-dessus. Et aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui sont laissés dans le bord du chemin. Trop d'enfants qui sont très intelligents, qui ont toutes les compétences pour réussir, mais qui ne s'adaptent pas à l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui. Parce que l'école aujourd'hui, on parle de modèles uniques, mais il y a tellement de différences dans le monde que ces modèles uniques de l'école ne fonctionnent plus. Donc, il est nécessaire de construire une école qui s'adapte à chacun. Vous parlez du monde, mais là, pour l'instant, votre solution est proposée en France. Oui. Voilà. Est-ce que vous envisagez de vous développer à l'étranger? De quelle manière? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on commence à avoir les premières écoles pilotes qui sont, du coup, notamment en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Et du coup, notre objectif, c'est de pouvoir déployer cette solution parce que, elle se prête, du coup, à cette exportation à l'international. Alors, il y a 9 mois, jour pour jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez il y a 9 mois, jour pour jour. Si vous vous souvenez de ce que vous faisiez, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais vous étiez au centre de toutes les attentions. Pendant quelques minutes, vous avez couru avec la flamme olympique. C'était ici, dans la région Hauts-de-France. Vous étiez l'une des relayeuses. Quel souvenir vous en gardez? C'est un moment vraiment de beaucoup d'émotions. En fait, le fait de porter la flamme olympique, d'avoir été choisi pour porter ces symboles, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans l'inclusion. Voilà. Et en fait, nous, on a un terme en interne qu'on en parle, on porte la flamme de l'inclusion. Cette volonté qui a la même valeur que les Jeux Olympiques, finalement, de rassembler autour des causes, en fait, qui mettent en avant, du coup, nos différences et qui tous ensemble, on puisse évoluer. Pour conclure cet entretien, j'ai lu quelques témoignages de parents, d'enfants, qui disent que ça leur a changé la vie, mais c'est du concret aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les retours que vous avez justement de personnes qui utilisent votre outil? Oui, tout à fait. Donc, alors, ce qui est très touchant, c'est d'avoir ces retours parce qu'aujourd'hui, il existe peu de solutions, il existe peu d'outils, il existe peu d'accompagnement. Donc, en fait, nous, on veut vraiment être là en tant que militants à côté de ses parents, à côté de ses enseignants qui veulent offrir une éducation plus inclusive. Du coup, il y a des parents qui nous contactent, même qui m'appellent moi, et que je suis très ravie d'avoir au téléphone et je suis très ravie de montrer que nous, on est en œuvre au quotidien avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas avec un outil tout prêt, on veut vraiment co-construire avec ses parents, avec ses enseignants, un outil qui s'adapte à chaque élève. Et du coup, on a des témoignages très touchants, notamment de cet élève qui a pu passer le brevet avec nos solutions, qui a dit, pour la première fois dans ma vie, je n'ai pas fini mon examen en étant épuisé. Donc ça, c'est très touchant parce que on peut donner les bonnes conditions pour que cet élève puisse réussir et le numérique le permet. On me demande une petite précision. La Cantou, C-A-N-T-O-O, ça veut dire quoi? Alors, c'est un anglicisme. Ça veut dire en anglais « can to », pour dire que les enfants, ils peuvent aussi réussir leur scolarité. Mais on préfère la prononciation à la française, donc « Cantou ». Cantou. Minaj Selvam, cofondatrice de Cantou, merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Merci à vous. L'interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.